La femme de ménage a été renvoyée et le millionnaire lui a posé une question. Elle a dit 3 mots en néerlandais et l'a mis à genoux. Le carrelage de marbre italien reflétait la lumière douce du petit matin, créant des reflets dorés qui dansaient sous les pas silencieux de Manon Carrel. Chaque matin depuis 3 ans, elle arrivait à 7 heures précises dans cette demeure imposante de Lyon, où chaque meuble semblait valoir plus que ce qu'elle gagnait en une année entière. Ses gants de caoutchouc jaune crissaient légèrement contre le verre du gigantesque lustre de cristal qu'elle nettoyait avec une précision mécanique. 32 ans, cheveux châtains toujours tirés en chignon strict, vêtements de travail impeccables mais usés, voilà tout ce que Jonas Van Lennep voyait d'elle quand il daignait remarquer son existence. Il vous avait oublié les traces sur le miroir du vestibule hier. Avait-il lancé ce matin-là, sans même lever les yeux de son journal financier, sa voix portait cet accent hollandais qui transformait chaque phrase en réprimande, même les plus banales. « Excusez-moi, monsieur Van Lennep, cela ne se reproduira plus. » Il n'avait pas répondu. Pour lui, elle n'était qu'un fantôme en blouse bleue qui s'affairait dans les coins de sa maison. Une présence nécessaire mais invisible, comme l'électricité ou l'eau courante. Manon connaissait parfaitement cette routine. Elle savait qu'il prenait son café noir à 8 heures pile, qu'il lisait les cours de la bourse en français pour s'exercer, qu'il détestait qu'on déplace ses papiers sur son bureau. Elle savait aussi qu'il se réveillait parfois en pleine nuit et qu'elle l'entendait marcher dans les couloirs, ses pantoufles de cuir claquant contre le sol froid. 3 années d'observation silencieuse lui avaient appris tant de choses sur cet homme qui ne soupçonnait rien. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, elle nettoierait son bureau pendant qu'il se rendait à ses rendez-vous d'affaires en ville. C'était le moment qu'elle préférait, seule dans cette pièce qui respirait le pouvoir et l'argent, entourée de ses meubles en acajou massif et de ses tableaux qui valaient une fortune. « Manon !» La voix sèche la fit sursauter. Jonas se tenait dans l'embrasure de la porte, costume gris impeccable, cheveux argentés parfaitement coiffés. À 55 ans, il imposait le respect par sa seule présence, mais ses yeux bleus restaient froids comme l'hiver hollandais. « Oui, monsieur. Le livreur viendra cet après-midi pour la nouvelle sculpture. Veillez à ce qu'elle soit placée exactement où je l'ai indiqué sur le plan. Et surtout, ne la touchez pas avec vos. » Il fixa ses mains gantées avec une expression de dégoût mal dissimulée. « Avec vos gants sales. Bien sûr, monsieur Van Lennep. » Il partit sans un mot de plus, laissant derrière lui cette fragrance de parfum cher, qui flottait toujours dans son sillage. Manon attendit d'entendre le ronronnement de sa Bentley dans l'allée, avant de laisser échapper un long soupir. Seule, enfin, elle monta à l'étage et se dirigea vers sa chambre de service. Cette petite pièce sous les combles qu'on lui avait attribuée, simple, presque monacale, avec juste un lit, une armoire et une table de nuit, mais c'était suffisant pour quelqu'un qui n'était censé être qu'une employée de passage. De sous son matelas, elle sortit une photo jaunie qu'elle contemplait chaque matin depuis 3 ans, une jeune femme aux yeux rieurs, aux cheveux châtains ondulés, tenant dans ses bras un bébé emmailloté dans une couverture rose. « Maman !» murmura-t-elle en caressant le visage sur la photo. Irène Fabre, morte il y a 12 ans d'un cancer qui l'avait rongée lentement, dans un hôpital public de Montpellier où les infirmières débordées n'avaient pas le temps de tenir la main des mourants. Manon se souvenait encore de ces derniers mots, prononcés dans un souffle à peine audible. « Ma chérie, dans le tiroir, il y a une lettre. Ne l'ouvre que si tu le retrouves un jour, que si tu décides de faire ce que tu as à faire. » Cette lettre, Manon la portait toujours sur elle, dans une petite enveloppe scellée cachée sous ses vêtements. Près de son cœur qui battait chaque jour un peu plus fort dans cette maison maudite, elle se souvenait de ce jour terrible où, à 20 ans, elle avait fouillé les affaires de sa mère, quelques photos, des lettres d'amour en hollandais qu'elle avait fait traduire, et puis cette révélation qui avait fait exploser sa vie en 1000 morceaux. Jonas Van Lennep, 22 ans à l'époque, souriant aux côtés de sa mère dans les rues d'Utrecht. Son père, il lui avait fallu des années pour reconstituer l'histoire. Sa mère, jeune fille au père dans une famille hollandaise fortunée. Lui, héritier rebelle qui était tombé amoureux de la jolie Française aux yeux noisettes. 6 mois de bonheur clandestin, jusqu'à ce que la réalité les rattrape brutalement. Tu n'es qu'une domestique. Tu crois vraiment qu'on va accepter que notre fils épouse une boniche française? Les mots de la mère de Jonas, rapportés dans une des lettres que Manon avait trouvées, la pression familiale, les menaces de déshéritement, et puis cette proposition ignoble
de l'argent pour faire disparaître le problème, sa mère avait préféré partir, fière, digne, brisée. Manon replia la photo et la remit à sa place. Dans quelques heures, Jonas reviendrait de ses rendez-vous et elle reprendrait son rôle de femme de ménage invisible. Mais pas pour longtemps encore. 3 ans qu'elle préparait ce moment. 3 ans qu'elle étudiait ses habitudes, qu'elle apprenait ses faiblesses, qu'elle découvrait ses secrets les plus sombres. Car Jonas Van Lennep cachait bien plus que l'abandon d'une maîtresse enceinte. Elle redescendit au rez-de-chaussée et commença son travail quotidien. Aspirer les tapis persans, dépoussiérer les bibelots de cristal, nettoyer les surfaces en marbre. Chaque geste était maintenant automatique, mais son esprit travaillait ailleurs. Bientôt, très bientôt, elle passerait à l'action. Le plan était prêt, minutieusement orchestré. Il ne manquait plus que le bon moment. La bonne opportunité pour que justice soit enfin rendue. En attendant, elle continuerait à jouer son rôle. La parfaite femme de ménage française, humble et effacée, que personne ne remarquait jamais vraiment. Personne ne se doutait que derrière cette façade se cachait une femme qui avait appris le hollandais en secret, qui connaissait chaque recoin de cette maison, chaque habitude de son propriétaire, chaque document compromettant dans son bureau. Personne ne savait que Manon Carrel n'était pas son vrai nom. Et surtout, personne, pas même Jonas Van Lennep, ne pouvait imaginer qu'en nettoyant ses sols de marbre chaque jour, elle préparait en réalité sa chute. Le carrelage reflétait toujours cette lumière dorée. Mais pour Manon, elle avait maintenant la couleur de la vengeance. Utrecht, Pays-Bas. Automne 1991. Irène Fabre avait 19 ans quand elle posa pour la première fois les pieds sur le sol hollandais. Ses cheveux châtains dansèrent dans le vent froid d'octobre. Ses yeux noisettes brillaient d'excitation et d'appréhension mélangées. La famille Van der Berg l'avait recrutée comme jeune fille au pair pour s'occuper de leurs jumeaux de 6 ans, dans leur grande maison bourgeoise du centre d'Utrecht. « Vous parlez un peu hollandais ?» lui avait demandé Mevrouw Van der Berg. Une femme sèche aux cheveux tirés, qui la regardait comme si elle évaluait un meuble d'occasion. « Un peu, madame, j'apprends vite », avait répondu Irène dans un hollandais hésitant mais charmant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jonas Van Lennep, 22 ans, fils de la famille la plus riche d'Utrecht, l'observait depuis la fenêtre de la maison voisine. Il était rentré de l'université d'Amsterdam pour les vacances de la Toussaint, et cette jeune Française aux allures de poupée de porcelaine venait de bouleverser son monde d'héritier blasé. La première fois qu'ils se parlèrent, ce fut lors d'une promenade au parc Wilhelmina. Irène emmenait les jumeaux nourrir les canards quand une balle de football roula jusqu'à ses pieds. Jonas accourut, rouge d'embarras. « Excusez-moi, mademoiselle, c'est ma balle », dit-il en français, avec cet accent hollandais qui donnait une mélodie particulière à chaque mot. « Vous parlez français ?» s'étonna Irène. Ses yeux s'illuminant. « J'essaie d'apprendre. Mon père dit que c'est important pour les affaires internationales. » Ils échangèrent quelques mots, puis quelques sourires. Les jumeaux réclamèrent leur attention. Mais Jonas ne pouvait détacher son regard de cette jeune femme qui riait avec tant de spontanéité. « Je m'appelle Jonas », finit-il par dire. Irène, enchantée, ce fut le début de 6 mois qui changèrent leur vie à jamais. Ils se retrouvaient en secret dans les cafés du centre-ville, marchaient le long des canaux en se racontant leurs rêves. Jonas lui parlait de ses études de commerce, de la pression familiale qui pesait sur ses épaules, de cet empire industriel qu'il devait un jour reprendre. Irène lui confiait sa passion pour la couture, son rêve d'ouvrir un jour son propre atelier à Montpellier. « Tu es différente de toutes les filles que je connais », lui disait-il en caressant ses cheveux. « Elles ne pensent qu'à l'argent, aux réceptions, aux bijoux. Toi, tu rêves de créer quelque chose de tes mains. Et toi, tu es le premier garçon riche qui ne me regarde pas comme si j'étais une moins que rien », répondait-elle en se blottissant contre lui. Leurs rendez-vous secrets devinrent plus fréquents, plus intenses. Jonas l'emmenait dans de petits restaurants où personne ne les connaissait, lui offrait des livres de poésie française, lui apprenait à patiner sur les canaux gelés. Irène lui cuisinait des spécialités du Sud, lui chantait de vieilles chansons occitanes, lui montrait ses croquis de mode. L'amour qu'ils partageaient était pur, intense, dévorant. Jonas n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, et Irène se découvrait capable d'aimer avec une passion qu'elle ne soupçonnait pas, mais leur bonheur fragile ne pouvait durer éternellement. Un soir de mars 1992, alors qu'ils se promenaient main dans la main près du Domplein, ils tombèrent nez à nez avec Cornelis Van Lennep, le père de Jonas.
accompagné de sa femme et de plusieurs amis de la haute société utrechtoise, le silence qui s'installa fut glacial. Jonas lâcha immédiatement la main d'Irène, ses joues devenant écarlates. Cornélis toisa la jeune fille française avec un mépris non dissimulé. « Jonas, dit-il d'une voix coupante en hollandais. Nous avons à parler. Rentre immédiatement à la maison. Père, je peux expliquer. » Maintenant, Irène ne comprenait pas tous les mots, mais le ton ne laissait aucun doute. Elle regarda Jonas, espérant qu'il la défendrait, qu'il affirmerait leur amour face à sa famille, mais il baissa les yeux et murmura « Je dois y aller, Irène. On se voit plus tard. » Il partit sans se retourner, laissant la jeune femme seule sur cette place pavée, le cœur brisé par tant de lâcheté. La confrontation familiale fut terrible. Dans le salon lambrissé de la demeure familiale, Cornélis explosa de rage. Une domestique. Tu t'affiches avec une domestique française. Tu veux ruiner notre réputation, détruire tout ce que nos ancêtres ont construit. Ce n'est pas une domestique, père. C'est une jeune fille formidable, intelligente, talentueuse. Tais-toi. Tu épouseras Maëlys Van Houten comme prévu. Sa famille possède des actions dans nos entreprises. Ce mariage consolidera notre empire. Je ne l'aime pas. J'aime Irène. La gifle claqua dans le silence. Mevrouw van Lennep, jusqu'alors silencieuse, prit enfin la parole. Si tu continues cette liaison ridicule, tu seras déshérité. Plus un sou, plus de nom, plus de famille. Tu finiras comme elle. À ramasser les miettes que les gens comme nous laissent tomber. Jonas vacillait. 22 ans, habitué au luxe depuis sa naissance, élevé dans l'idée qu'il dirigerait un jour un empire. Choisir Irène signifiait tout perdre, partir de zéro, affronter un monde qu'il ne connaissait pas. 2 semaines plus tard, Irène lui annonça qu'elle était enceinte. Ils se retrouvèrent dans leur petit café habituel, celui où ils avaient été si heureux. Irène avait les yeux rougis par les larmes, mais elle souriait à travers sa douleur. Un bébé, Jonas. Notre bébé. Le jeune homme devint livide. Cette nouvelle changeait tout. Rendait la situation encore plus explosive. Il prit ses mains dans les siennes, mais elles tremblaient. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-il. « On va être heureux. On va élever notre enfant ensemble. Tu vas parler à tes parents, leur expliquer. Irène, tu ne comprends pas. Ils ne céderont jamais. Si je leur annonce ça, ils nous détruiront tous les deux. Alors on partira. On ira en France. On recommencera ailleurs. » Jonas la regardait avec désespoir. Il l'aimait, oui. Mais était-il prêt à sacrifier sa vie entière pour cet amour? Était-il assez courageux pour affronter la pauvreté, l'exclusion, le mépris de sa classe sociale? Le lendemain, il commit l'acte le plus lâche de sa vie. Il retrouva Irène dans leur parc, près de l'étang au canard où tout avait commencé. Dans sa poche, une enveloppe contenant assez d'argent pour qu'elle puisse régler le problème et recommencer sa vie ailleurs. « Je ne peux pas, Irène, » dit-il sans la regarder. « Ma famille, les affaires, tout s'écroulerait. Tu m'abandonnes ?» Sa voix était à peine un souffle. « Prends ça, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. « C'est suffisant pour que tu puisses. » Elle gifla l'enveloppe, qui tomba dans l'herbe humide. Ses yeux noisettes flamboyèrent de colère et de douleur. « Tu veux que je tue notre enfant. Je veux que tu puisses refaire ta vie sans moi. Jonas Van Lennep, tu es un lâche et un égoïste. Notre enfant et moi, on n'a pas besoin de ton argent sale. » Elle partit ce jour-là dignement, sans se retourner. Jonas ramassa l'enveloppe dans l'herbe et la regarda s'éloigner, sachant qu'il venait de faire le choix qui le hanterait pour le reste de sa vie. Irène rentra à Montpellier, où elle donna naissance à Manon quelques mois plus tard. Elle ne remit jamais les pieds aux Pays-Bas et ne reparla jamais de Jonas. Sauf lors de son agonie, 12 ans plus tard. « Ma chérie, il faut que tu saches, ton père, il s'appelait Jonas Van Lennep. Je l'ai aimé plus que ma propre vie, mais il n'a pas eu le courage de nous aimer en retour. Ce fut ses derniers mots sur l'homme qui les avait abandonnés. » Montpellier, décembre 2012. Manon Fabre avait 20 ans quand sa mère mourut, et avec elle s'éteignit la dernière lumière de son monde, dans ce petit appartement du quartier de la Mossonne. Elle fouilla les affaires d'Irène avec des mains tremblantes, cherchant des réponses aux questions qui la hantaient depuis l'enfance. Pourquoi n'avait-elle jamais eu de père? Pourquoi sa mère refusait-elle d'en parler? Pourquoi parfois, tard le soir,
Elle l'entendait pleurer en regardant de vieilles photos qu'elle cachait aussitôt dans une boîte à chaussures dissimulée au fond de l'armoire. Manon découvrit un trésor de souvenirs. Des lettres d'amour en hollandais, des photos d'un jeune homme blond aux yeux bleus, et surtout cette enveloppe scellée portant son nom d'une écriture tremblante. Les lettres, elle les fit traduire par un professeur de langue du quartier. Chaque mot la transperçait comme une lame. Mon amour, ma chérie, notre avenir ensemble. Jonas Van Lennep, son père, celui qui avait promis le monde à sa mère avant de l'abandonner enceinte. Elle passa des nuits entières sur Internet, traquant la moindre information sur cet homme. Van Lennep Industries, empire familial hollandaise spécialisé dans l'import-export. Jonas, maintenant à la tête de l'entreprise, marié à une certaine Maëlys Van Houten, installé à Lyon pour développer les affaires françaises, riche, respecté, établi, murmurait-elle en regardant les photos de gala où il apparaissait, toujours impeccable, toujours souriant de ce sourire factice des gens puissants, pendant que maman crevait dans un HLM. La rage grandissait en elle, froide et méthodique. Pendant des mois, elle établit un plan. D'abord, apprendre le hollandais. Elle s'inscrivit au cours du soir, prétextant une passion pour les langues. Ensuite, étudier chaque détail de la vie de Jonas Van Lennep. Elle découvrit qu'il avait perdu sa femme dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, qu'il vivait seul dans une demeure fastueuse du 6e arrondissement lyonnais, qu'il avait la réputation d'être dur en affaires et méprisant avec ses employés. Parfait, se dit-elle. Plus il est détesté, moins on s'étonnera de sa chute en 2018. 6 ans après la mort de sa mère, Manon était prête. Elle avait économisé sou par sou, travaillant comme serveuse, vendeuse, garde d'enfants. Elle maîtrisait parfaitement le hollandais et avait appris tout ce qu'elle pouvait sur son père biologique. La première étape fut de changer d'identité. Légalement, ce n'était pas compliqué. Elle fit une demande de changement de nom pour raisons personnelles, prétextant vouloir couper avec un passé douloureux. Manon Fabre devint officiellement Manon Carrel. Ensuite, elle forgea un curriculum vitae parfait. 3 ans d'expérience chez une famille bourgeoise de Marseille. Elle avait créé de fausses références en comptant sur le fait que personne ne vérifierait vraiment. Recommandations élogieuses d'employeurs fictifs dont les numéros de téléphone renvoyaient vers des lignes qu'elle avait créées spécialement. Manon Carrel, femme de ménage expérimentée, discrète et efficace, récitait-elle devant son miroir. Spécialisée dans l'entretien des demeures de prestige, le plus difficile fut de gommer toute trace de son ancienne personnalité. Fini la Manon qui aimait rire, sortir, flirter avec les garçons, place à une femme effacée, silencieuse, invisible. Elle s'entraîna pendant des semaines à adopter cette posture humble, ces gestes discrets, ce regard fuyant. En septembre 2021, elle débarqua à Lyon avec une seule valise et un plan en béton. Elle s'installa dans un studio miteux de Villeurbanne et commença ses recherches de terrain. La demeure Van Lennep était encore plus impressionnante que sur les photos, rue du Ken, dans le quartier le plus chic de Lyon. Cette bâtisse de 4 étages respirait l'argent et l'arrogance. Manon passa des heures à observer les allées et venues, notant les horaires, identifiant le personnel. Elle repéra l'agence de placement qui fournissait le personnel de maison. Service domestique de prestige, spécialisé dans la fourniture d'employés pour les familles fortunées. Parfait. Elle s'y présenta avec son nouveau CV et sa nouvelle personnalité. « Je cherche quelque chose de stable », expliqua-t-elle à Madame Bertrand, la directrice de l'agence. « J'ai travaillé pour des familles exigeantes. Je sais ce qu'on attend de moi. Vous tombez bien ? Monsieur Van Lennep cherche justement une femme de ménage. Attention, c'est un homme très strict. Il a renvoyé les 3 dernières en moins de 6 mois. Je ne pose jamais de problème, » répondit Manon avec un sourire docile. « Je fais mon travail et je me tais. » L'entretien avec Jonas fut un moment surréaliste. Assise dans ce salon somptueux, face à cet homme qui était son père sans le savoir, elle dut mobiliser toutes ses forces pour ne pas exploser. Il était exactement comme elle l'avait imaginé. Froid, hautain, méprisant. Il la regarda à peine, se contentant de débiter ses exigences d'une voix sèche. « Je me lève à 7 heures. Je veux que la maison soit impeccable avant mon réveil. Vous ne touchez à rien dans mon bureau sans ma permission. Vous ne faites pas de bruit, vous ne posez pas de questions. Vous ne recevez personne. Bien sûr. Monsieur Van Lennep, vos références de Marseille sont correctes. Parfaitement, monsieur, vous pouvez vérifier. » Il ne vérifia pas.
Pourquoi se serait-il donné cette peine pour une simple domestique? Vous commencez lundi, 7 heures précises, un jour de retard et vous êtes renvoyé. Merci. Monsieur Van Lennep, en sortant de cette maison, Manon tremblait de rage contenue. Cet homme qui l'avait engendré la traitait comme un meuble, exactement comme il avait traité sa mère 30 ans plus tôt. « Tu vas payer », murmura-t-elle en regardant la façade imposante. « Pour maman, pour moi, pour toutes les humiliations, tu vas payer très cher. » Les premiers jours furent les plus difficiles. Être dans la même pièce que lui, subir ses réprimandes, ses regards dédaigneux, sans pouvoir réagir. Plusieurs fois, elle faillit craquer, exploser, lui dire la vérité en pleine face. Mais elle tint bon, elle avait un plan, et ce plan nécessitait de la patience. Progressivement, elle établit sa routine. Elle apprit ses habitudes, ses manies, ses faiblesses. Elle découvrit qu'il était insomniaque, qu'il buvait trop le soir, qu'il regardait parfois de vieilles photos avec une expression de regret infini. Elle comprit aussi qu'il était profondément seul, pas d'amis véritables. Juste des relations d'affaires, pas de famille proche depuis la mort de ses parents, pas de maîtresse attitrée, juste quelques aventures sans lendemain avec des femmes de son milieu. « Tu as tout eu », pensait-elle en le regardant déambuler dans sa cage dorée. « Et tu n'as rien. » Au bout de 6 mois. Elle était devenue invisible, intégrée au décor. Jonas ne faisait même plus attention à elle, ce qui lui permettait d'explorer la maison plus librement. C'est ainsi qu'elle découvrit le bureau secret, dissimulé derrière une bibliothèque coulissante. Et dans ce bureau, des documents qui allaient changer la donne de façon dramatique. Jonas Van Lennep ne se contentait pas de diriger une entreprise prospère. Il trempait dans des affaires autrement plus sombres, qui dépassaient largement l'abandon d'une maîtresse enceinte. En découvrant ces preuves, Manon comprit que sa vengeance pouvait être bien plus retentissante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'allait pas seulement détruire l'homme qui avait abandonné sa mère, elle allait abattre un criminel. Le plan prenait enfin sa forme définitive. Et bientôt, très bientôt, Jonas Van Lennep découvrirait le prix à payer pour avoir choisi l'argent plutôt que l'amour. Le bureau secret de Jonas Van Lennep se trouvait derrière une bibliothèque en acajou massif qui pivotait sur des gonds invisibles. Manon avait découvert cette pièce par hasard, un mardi matin de novembre, en remarquant que l'un des rayonnages était légèrement décalé après le passage de son patron. C'était sa chance. Jonas venait de partir pour Amsterdam, un voyage d'affaires de 3 jours qui lui laissait le champ libre. Elle attendit néanmoins jusqu'au soir. Au cas où il reviendrait chercher quelque chose d'oublié, la bibliothèque céda sous une pression exercée au bon endroit, révélant une pièce exiguë mais soigneusement aménagée, pas de fenêtre, juste un éclairage tamisé et un bureau moderne sur lequel trônait un ordinateur portable et plusieurs dossiers soigneusement classés. Manon enfila ses gants de ménage, une précaution qui passerait inaperçue si quelqu'un la surprenait, et commença à fouiller méthodiquement. Les premiers documents semblaient anodins, contrats d'import-export, factures de transport maritime, correspondances avec des entreprises européennes. Mais plus elle creusait, plus les détails l'intriguaient. Pourquoi Van Lennep Industries importait-elle autant de marchandises depuis des pays réputés pour être des plaques tournantes du trafic international? Pourquoi ces factures présentaient-elles des écarts si importants entre les déclarations douanières et les prix réellement pratiqués? Dans un dossier marqué « Confidentiel », Transactions spéciales, elle découvrit la vérité. Jonas Van Lennep utilisait son réseau d'import-export pour blanchir de l'argent sale. Des sommes considérables transitaient par ces entreprises, dissimulées dans de fausses facturations de marchandises surévaluées. L'argent des cartels de drogue d'Amérique du Sud arrivait propre en Europe, transformé en bénéfice légitime d'une société respectée. « Mon Dieu !» murmura Manon en photographiant discrètement les documents avec son téléphone. « Maman, si tu voyais dans quoi ton grand amour trempait !» Les preuves s'accumulaient. Compte offshore aux îles Caïmans, virements suspects, correspondances codées avec des intermédiaires douteux, Jonas avait bâti un empire financier sur la misère et la violence, permettant aux pires criminels de blanchir leurs profits. Mais ce qui la révolta le plus, ce fut de découvrir comment il avait financé son train de vie somptueux. Le collier de diamants de sa défunte épouse Maëlys, qu'il gardait précieusement dans un coffre-fort du salon, avait été acheté avec de l'argent blanchi. Cette demeure magnifique, ses voitures de luxe, ses œuvres d'art, tout était payé avec le sang et les larmes de familles détruites par la drogue. « Voilà donc ce que tu as choisi à la place de maman », dit-elle à voix basse en photographiant les relevés bancaires.
Tu as préféré l'argent sale à l'amour pur. » Elle découvrit aussi les détails de sa vie privée avec Maëlys. Leur mariage avait été arrangé, comme l'avaient voulu ses parents. Une union de convenance entre deux fortunes. Sans passion véritable, Maëlys savait-elle que l'argent de son mari était souillé? Les quelques lettres personnelles suggéraient que non. Elle semblait avoir été une femme naïve, élevée dans le coton, qui croyait sincèrement que son époux était un homme d'affaires honorable. Sa mort dans cet accident de voiture avait laissé Jonas véritablement seul. Pas de vrais amis, pas de famille proche, juste des associés qui ne le respectaient que pour son argent. L'homme qui avait tout eu se retrouvait avec rien d'authentique dans sa vie. « Tu l'as bien cherché », murmura Manon, en découvrant ses relevés médicaux cachés dans un tiroir verrouillé. Jonas souffrait d'insomnie chronique et prenait des antidépresseurs depuis la mort de sa femme. Les rapports de son médecin parlaient d'un homme rongé par la culpabilité, hanté par des regrets qu'il ne pouvait confier à personne. Ironie cruelle, celui qui avait abandonné l'amour pour l'argent découvrait trop tard que l'argent ne pouvait acheter ni le bonheur ni la paix intérieure. Manon passa la nuit entière à photographier, classer, analyser. Elle constituait méthodiquement un dossier d'accusation qui pourrait envoyer Jonas en prison pour 20 ans minimum. Blanchiment d'argent à grande échelle, complicité avec des organisations criminelles internationales, fraude fiscale. Les chefs d'accusation s'accumulaient, mais au-delà de la satisfaction de la justice, une autre idée germait dans son esprit. Ces documents étaient en son arme absolue, mais elle pouvait les utiliser de façon plus subtile, plus personnelle. Le collier de Maëlys, cette parure de diamant qui brillait dans son coffre, symbole de tout ce que Jonas avait privilégié à sa famille si elle le volait, il la soupçonnerait immédiatement. Après tout, qui d'autre qu'une employée de maison aurait accès à la demeure? C'était risqué, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin, un catalyseur, un prétexte pour provoquer le confrontation finale qu'elle préparait depuis des années. Elle étudia les habitudes de Jonas concernant le coffre. Il l'ouvrait rarement, seulement lors d'occasions spéciales ou quand il recevait des invités importants qu'il voulait impressionner. Le collier pourrait disparaître pendant des semaines sans qu'il s'en aperçoive. Mais Manon ne voulait pas attendre des semaines. Elle voulait qu'il découvre le vol rapidement, qu'il explose de colère, qu'il l'accuse publiquement devant témoins. Plus l'humiliation serait grande, plus éclatante serait sa vengeance. Le plan se précisait. Elle volerait le collier un jeudi, jour où Jonas recevait régulièrement ses partenaires d'affaires pour des dîners informels. Il s'en apercevrait forcément en voulant le montrer à ses invités, et sa fureur serait à la mesure de sa honte. En attendant, elle continua son travail d'espionnage. Chaque matin, elle nettoyait consciencieusement la maison en observant tout, notant tout, les faiblesses de Jonas, ses peurs, ses habitudes. Elle apprit qu'il gardait des photos d'Irène cachées dans un tiroir de sa chambre, preuve qu'il pensait encore à elle après toutes ces années. « Tu te souviens d'elle » dit-elle en découvrant ses clichés jaunis. « Tu sais très bien ce que tu as perdu. » Elle remarqua aussi qu'il parlait parfois hollandais au téléphone avec ses associés d'Amsterdam, surtout quand il était contrarié ou stressé. Sa langue maternelle revenait naturellement dans les moments d'émotion forte. Cette observation lui donna une idée diabolique pour le moment de la révélation finale, quand elle lui dévoilerait sa véritable identité. Ce serait en hollandais, dans la langue de son enfance, celle qu'il avait partagée avec Irène, celle qui le ramènerait instantanément 30 ans en arrière. « Omdat ik je dochter ben », répéta-t-elle devant son miroir, perfectionnant son accent, « parce que je suis ta fille ». Ces 4 mots en hollandais seraient comme un coup de poignard en plein cœur, plus dévastateur que n'importe quelle accusation en français. Il le replongerait directement dans sa culpabilité la plus profonde. Le jeudi fatidique approchait. Jonas avait prévu de recevoir 3 hommes d'affaires allemands, des partenaires importants qu'il voulait impressionner. Il avait même demandé à Manon de préparer le salon d'apparat, celui où trônait le coffre-fort avec le collier, parfait. Plus il y aurait de témoins de son humiliation. Plus la chute serait retentissante, Manon finalisa les derniers détails de son plan. Elle connaissait maintenant tous les secrets de Jonas, tous ses crimes, toutes ses faiblesses. Elle avait les preuves qui pouvaient le détruire et la stratégie pour le confronter de la façon la plus douloureuse possible. Bientôt, très bientôt, l'homme qui avait abandonné Irène Fabre découvrirait le prix de sa lâcheté. Et cette fois, il ne pourrait pas fuir. La vengeance était à portée de main. Froide et implacable comme la justice qu'elle était venue rendre,
le jeudi 14 décembre 2024, resterait gravé dans la mémoire de Manon comme le jour où elle franchit le point de non-retour. Dehors, Lyon se parait de ses illuminations de Noël, mais dans la demeure Van Lennep, une toute autre sorte de feu allait bientôt s'allumer. Jonas était parti tôt ce matin-là pour ses rendez-vous en ville, laissant une liste d'instructions précises pour la réception du soir, 3 hommes d'affaires allemands, des partenaires stratégiques qu'il voulait éblouir. Le dîner se déroulerait dans le grand salon, celui où trônait le coffre-fort contenant le collier de Maëlys. « Assurez-vous que tout soit parfait », avait-il ordonné avant de partir. Ces hommes représentent des millions d'euros de contrats futurs. Bien sûr, Monsieur Van Lennep, avait répondu Manon de sa voix docile habituelle. Si seulement il savait qu'en réalité, elle préparait sa destruction. Elle commença par ses tâches habituelles, mais chaque geste était maintenant chargé d'une signification particulière. En polissant les verres de cristal, elle pensait à toutes les fois où sa mère avait travaillé pour des familles riches. Invisible et méprisée, en cirant les meubles d'acajou, elle songeait à l'argent sale qui avait payé tout ce luxe. Vers 10 heures, elle se rendit dans le salon d'apparat pour commencer les préparatifs. Le coffre-fort était là, discret mais imposant, intégré dans un meuble ancien. Jonas lui avait fait confiance au point de ne jamais cacher la combinaison quand il l'ouvrait devant elle. Après tout, que pouvait faire une simple femme de ménage de ces informations ? 8, 3, 1, 9, 7, 2, murmura-t-elle en composant le code, la date de naissance de Maëlys, découverte dans les documents personnels qu'elle avait consultés. Le coffre s'ouvrit avec un déclic feutré, révélant son contenu, documents importants, liasses de billets, et surtout, dans un écrin de velours rouge, le fameux collier. Manon le souleva délicatement, les diamants accrochés à la lumière avec une beauté hypnotique, chaque pierre parfaitement taillée, d'une pureté exceptionnelle, un bijou d'une valeur inestimable, symbole du goût raffiné de Jonas et de sa richesse obscène. « Payé avec l'argent de la drogue », dit-elle à voix basse. Chaque diamant représente une famille détruite, une vie brisée. Elle glissa le collier dans une pochette en tissu qu'elle avait préparée spécialement, puis referma soigneusement le coffre. Maintenant venait la partie la plus délicate. Cacher le bijou de façon à ce qu'il ne soit jamais retrouvé, même lors d'une perquisition approfondie, elle avait choisi l'endroit parfait. Dans la cave de la demeure, derrière la chaudière, se trouvait une anfractuosité dans le mur de pierre que l'âge avait creusé. Elle y dissimula soigneusement la pochette. La recouvrant de poussière et de toile d'araignée pour que rien ne paraisse suspect, le collier était maintenant hors de portée. Mais Manon savait que Jonas ne s'apercevrait de sa disparition que le soir même, quand il voudrait l'exhiber devant ses invités allemands. D'ici là, elle avait toute la journée pour parfaire les derniers détails de son plan. Elle retourna dans sa chambre sous les combles et sortit de sa cachette la lettre scellée de sa mère. Demain, peut-être, elle l'ouvrirait enfin, mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur ce qui l'attendait dans quelques heures. L'après-midi passa dans une tension croissante. Manon exécutait ses tâches avec un automatisme parfait, mais son cœur battait de plus en plus fort. Vers 15 heures, Jonas rentra de ses rendez-vous, visiblement satisfait. « Les Allemands arrivent à 19 heures, annonça-t-il. Le traiteur livrera les plats à 18 heures. Veillez à ce que tout soit prêt. »« Certainement, monsieur. » Il monta dans ses appartements pour se reposer avant la soirée. Manon en profita pour finaliser la préparation du salon. Elle disposa les verres, les couverts, les serviettes de lin. Chaque détail devait être parfait pour que la soirée commence dans la sérénité, avant que l'orage n'éclate. À 17 heures, elle se permit une dernière visite au coffre-fort. Elle l'ouvrit une nouvelle fois, juste pour vérifier que l'absence du collier était bien visible. L'écrin de velours rouge béait, vide, accusateur. Jonas ne pourrait pas le manquer. Elle referma le coffre et remonta dans sa chambre pour se préparer psychologiquement à ce qui l'attendait. Dans quelques heures, elle passerait du statut de domestique invisible à celui d'accusé public. L'humiliation serait terrible, mais nécessaire. Les invités arrivèrent ponctuellement à 19 heures. 3 hommes distingués en costume sombre, parlant un mélange d'allemand et de français approximatif. Jonas les accueillit avec son charme habituel d'homme d'affaires. Tout sourire et poignées de main chaleureuses, Manon servit l'apéritif discrètement, jouant parfaitement son rôle de domestique efficace et transparente. Les hommes parlaient business, évoquant des projets d'expansion en Europe de l'Est, des opportunités d'investissement qui feraient saliver n'importe quel financier. Vers 20 heures, après le plat principal,
Jonas se leva avec l'air d'un homme qui s'apprête à faire une révélation importante. « Messieurs, dit-il en français teinté de son accent hollandais, permettez-moi de vous montrer quelque chose d'exceptionnel. » Il se dirigea vers le coffre-fort, composant la combinaison avec des gestes théâtraux. Manon, qui desservait dans un coin de la pièce, retint son souffle. « Ma défunte épouse possédait les plus beaux bijoux d'Europe, » continua Jonas en ouvrant le coffre. « Ce collier en particulier. » Sa voix se brisa net, son visage passa du rose satisfait au blanc cadavérique en l'espace d'une seconde. L'écrin de velours rouge était là, béant et vide. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il. Les Allemands échangèrent des regards perplexes. Jonas fouilla frénétiquement dans le coffre, remuant papier et liasses de billets, comme s'il espérait que le collier réapparaîtrait par magie. « Mingotte !» murmura l'un des invités. « Oisislos ! Qu'est-ce qui se passe ?» Jonas se redressa lentement, son visage déformé par une rage froide, ses yeux bleus, d'habitude si contrôlés, flamboyés d'une colère terrifiante. Il se tourna vers Manon avec la violence d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. « Vous, » dit-il d'une voix dangereusement basse. « Approchez-vous !» Manon posa son plateau sur une console et s'avança, les yeux baissés, jouant parfaitement la domestique terrorisée. « Le collier de ma femme a disparu, » continua Jonas, chaque mot articulé comme une sentence. « Vous êtes la seule à avoir accès à cette pièce en mon absence. »« Monsieur, je ne comprends pas. »« Taisez-vous, » explosa-t-il, faisant sursauter les invités allemands. « Vous l'avez volé. Vous avez osé voler dans ma propre maison. » Les trois hommes se regardaient, visiblement mal à l'aise d'assister à cette scène. L'un d'eux tenta une intervention diplomatique. « Herr van Lennep, vielleicht sollten wir... »« Monsieur van Lennep, peut-être devrions-nous... » « Non, » coupa Jonas, hors de lui. « Cette femme a volé le bien le plus précieux de ma défunte épouse. Elle va me le rendre immédiatement ou j'appelle la police. » Manon leva enfin les yeux vers lui, et pour la première fois depuis 3 ans, elle le regarda vraiment en face. Dans ses yeux noisettes, les mêmes que ceux d'Irène, brillait une lueur qu'il ne sut pas identifier. « Je n'ai rien volé, monsieur Van Lennep, » dit-elle d'une voix étrangement calme pour quelqu'un qu'on accusait de vol. Menteur, qui d'autre aurait pu? Peut-être devriez-vous vérifier vos caméras de surveillance, suggéra-t-elle avec un aplomb qui le déstabilisa. C'était exactement ce qu'elle voulait qu'il fasse. Les caméras la montreraient effectivement près du coffre, mais elles révéleraient aussi qu'elle n'avait rien emporté avec elle. Le mystère ne ferait que s'épaissir, et sa colère avec lui, Jonas était pris au piège de son propre système de sécurité. Et demain soir, quand il aurait épuisé toutes les explications rationnelles, il serait mûr pour entendre la vérité, une vérité qui allait détruire son monde à jamais. La soirée avec les Allemands se termina dans un malaise pesant. Jonas, rongé par la disparition du collier, avait tenté de sauver les apparences. Mais sa concentration était ailleurs. Les hommes d'affaires repartirent poliment, promettant de donner des nouvelles pour les contrats. Mais Manon lisait dans leurs regards qu'ils avaient des doutes sur la stabilité de leur partenaire français. « Parfait », pensa-t-elle en les regardant partir. Sa réputation commence déjà à se fissurer. Cette nuit-là, Jonas ne dormit pas. Manon l'entendait arpenter les couloirs, fouiller chaque pièce, déplacer les meubles dans l'espoir insensé de retrouver le bijou. Vers 4 heures du matin, épuisé et défait, il finit par s'effondrer dans son fauteuil du bureau. Le lendemain matin, quand Manon arriva pour prendre son service, elle le trouva encore là, les cheveux en bataille, la cravate défaite, les yeux injectés de sang. « Les caméras, » dit-il sans préambule. « J'ai regardé les enregistrements toute la nuit. Et alors, monsieur ?» Il la fixa avec une rage froide, mais aussi une perplexité évidente. « On vous voit près du coffre mardi matin. Vous y restez 2 minutes, puis vous repartez. Mais vous n'emportez rien, rien de visible. En tout cas, » Manon garda une expression parfaitement neutre, celle d'une employée inquiète mais innocente. « Je nettoyais le salon d'apparat comme tous les mardis, monsieur. Vous me l'avez demandé vous-même. Mais le collier était encore là mardi soir. J'ai vérifié avant de me coucher. C'était faux, bien sûr. Jonas n'avait pas ouvert le coffre mardi soir, mais il s'accrochait à cette version pour justifier ses soupçons. Dans son esprit troublé, Manon restait la seule coupable possible. Si vous le dites, monsieur, ne jouez pas à ce jeu avec moi, explosa-t-il en se levant brutalement. Je sais que c'est vous. Qui d'autre aurait pu? Il s'interrompit, frappé par une idée soudaine. Ses traits se durcirent encore davantage.
Vous avez des complices, c'est ça, n'est-ce pas? Vous avez fait le repérage, et quelqu'un d'autre est venu récupérer le collier pendant la nuit. Manon secoua la tête avec l'expression de quelqu'un qui ne comprend rien à ces accusations folles. Monsieur Van Lennep, je vous assure que... Taisez-vous, j'en ai assez de vos mensonges. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. Allô, commissariat du 6e, je voudrais signaler un vol, oui, un vol de bijoux, dans ma résidence rue du Ken. Manon l'écouta donner tous les détails avec un calme apparent. Mais intérieurement, son cœur battait la chamade. Les choses s'accéléraient exactement comme elle l'avait prévu. Bientôt, très bientôt, elle pourrait passer à la phase finale de son plan. Les policiers arrivèrent dans l'heure. 2 hommes en uniforme, habitués à ce genre d'affaires dans les beaux quartiers de Lyon. Ils écoutèrent poliment les explications de Jonas, examinèrent le coffre-fort, prirent des photos. « Vous soupçonnez votre employé de maison ?» demanda le brigadier en regardant Manon. « Qui d'autre? Elle est la seule à avoir accès à cette pièce quand je suis absent. Nous allons procéder à une fouille réglementaire de ces affaires. » « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mademoiselle, aucun problème, » répondit Manon. « Je n'ai rien à cacher. » La fouille de sa chambre sous les combles ne révéla évidemment rien. Ses maigres possessions furent inspectées méthodiquement. Quelques vêtements, des livres, des produits de toilette. Rien de suspect, rien de valeur. Nous allons également vérifier votre compte bancaire, prévint le brigadier. Si vous avez vendu ce bijou, il y aura forcément des traces. Je comprends, acquiesça Manon avec docilité. Jonas assistait à toute la procédure avec une impatience grandissante. Il s'attendait manifestement à ce qu'on trouve des preuves accablantes. Mais rien ne venait étayer ces accusations. Elle a dû le cacher ailleurs, insista-t-il. Chez elle peut-être, ou chez un complice. Où habitez-vous, mademoiselle? Demanda le policier. Manon donna l'adresse de son studio miteux de Villeurbanne. Les policiers prirent note, mais leur enthousiasme pour l'enquête semblait s'émousser. Sans preuve tangible, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Nous allons poursuivre l'investigation, promit le brigadier à Jonas. Mais en l'absence d'éléments concrets, je veux qu'elle soit renvoyée, coupa Jonas. Immédiatement, je ne peux plus lui faire confiance. C'est votre droit. Monsieur, mais attention aux procédures de licenciement, sans preuve formelle de vol, vous risquez des ennuis avec les prud'hommes. Jonas balaya cette mise en garde d'un geste agacé. La légalité était le cadet de ses soucis. Après le départ des policiers, il convoqua tous les employés de la maison dans le grand salon. Outre Manon, il y avait Philippe le jardinier, Marie-Claire la cuisinière qui venait 3 fois par semaine, et Bernard le chauffeur occasionnel, 4 personnes qui travaillaient pour lui depuis des années. Sauf Manon, évidemment. Le collier de ma défunte épouse a été volé, annonça-t-il d'une voix glaciale. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Les employés échangèrent des regards inquiets. Marie-Claire, une femme de 50 ans au visage bienveillant, prit la parole. « Monsieur Van Lennep, nous sommes tous désolés pour ce vol, mais... » « Il n'y a pas de « mais », explosa Jonas. « Ce bijou valait plus de 2 millions d'euros. 2 millions, plus que ce que vous gagnez, tous réunis en 10 ans. » Philippe, le jardinier, un homme taciturne d'une 60aine d'années, marmonna quelque chose d'inaudible. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» aboya Jonas. « Rien, monsieur. Je disais juste que c'est terrible. » Jonas se tourna vers Manon, qui se tenait légèrement en retrait, les yeux baissés. « Regardez-moi quand je vous parle. » Elle leva lentement la tête, croisant son regard bleu acier. « Vous savez très bien ce que vous avez fait, » dit-il d'une voix chargée de menaces. « Et vous allez me le rendre, que ça vous plaise ou non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Monsieur Van Lennep, arrêtez ce cinéma. Vous croyez que je vais me laisser voler par une... » Il cherchait ses mots, sa colère rendant son élocution difficile. « Par une femme de ménage française. » Finit-il par cracher avec tout le mépris dont il était capable. Le silence qui suivit fut pesant. Marie-Claire et Philippe se regardaient, choqués par la violence de l'accusation. Bernard, le chauffeur, fixait ses chaussures. Manon, elle, sentit quelque chose se briser en elle. Entendre cet homme, son père, insulter sa nationalité avec tant de haine, raviva toutes les blessures de son enfance. Toutes les fois où sa mère avait dû subir les remarques désobligeantes sur son accent, son origine, sa condition sociale, « Monsieur », dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement, «
Je n'ai rien volé et je ne mérite pas qu'on me parle comme ça. Vous ne méritez rien du tout. Vous n'êtes qu'une voleuse, une menteuse. Exactement comme... Il s'arrêta net, comme s'il avait failli dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Manon haussa un sourcil, intrigué par cette hésitation soudaine. Comme qui, monsieur Van Lennep? Peu importe, vous êtes renvoyé, immédiatement. Sortez de ma maison et ne remettez jamais les pieds ici. Et mes affaires. Vous avez 1 heure pour faire vos bagages. Après ça, je ne veux plus vous voir. Les autres employés assistaient à cette scène avec un malaise évident. Marie-Claire tenta une ultime intervention. Monsieur, peut-être que, vous aussi, vous voulez être renvoyé. La coupa Jonas sèchement. Elle se tut, comprenant qu'il valait mieux ne pas insister. Manon monta dans sa chambre sous les combles et fit semblant de rassembler ses affaires. En réalité, elle n'avait presque rien à emporter. Elle avait toujours vécu comme si ce moment devait arriver. Quand elle redescendit avec sa petite valise, Jonas l'attendait dans le hall d'entrée. Dehors, la pluie de décembre commençait à tomber, transformant Lyon en un paysage gris et hostile. « Vous croyez que c'est fini ?» dit-il d'une voix menaçante. « Vous vous trompez. Je vais vous retrouver, récupérer mon bien et vous faire enfermer pour vol qualifié. » Manon s'arrêta sur le seuil, sa valise à la main. Elle se retourna une dernière fois vers cet homme qui l'avait humiliée. Méprisé, rejeté, exactement comme il avait fait avec sa mère 33 ans plus tôt. « Au revoir, monsieur Van Lennep », dit-elle simplement, et elle sortit sous la pluie battante, savourant déjà le moment où elle reviendrait lui dire la vérité. Demain soir, elle sonnerait à cette porte, et cette fois, ce ne serait plus Manon Carrel, la femme de ménage invisible. Ce serait Manon Fabre, la fille qui l'avait abandonnée. Le lendemain soir, Lyon était noyé sous une pluie torrentielle qui transformait les rues en rivières grises. Dans son studio de Villeurbanne, Manon se préparait pour le moment qu'elle attendait depuis 3 ans. Elle avait passé la journée à répéter mentalement chaque mot, chaque geste, chaque expression qui ferait de cette soirée un moment inoubliable. Sur sa table de nuit, étalée comme les pièces d'un puzzle, se trouvaient toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Photos des documents de blanchiment d'argent, relevés bancaires compromettants, correspondance avec les cartels, et au centre de ce chaos organisé, la lettre scellée de sa mère qu'elle n'avait toujours pas ouverte. « Pas encore », murmura-t-elle en caressant l'enveloppe jaunie. « D'abord la confrontation, ensuite tes derniers mots. Maman. » Elle s'habilla simplement. Jean noir, pullover sombre, blouson imperméable, pas de maquillage, pas de bijoux. Elle voulait que Jonas la reconnaisse pour ce qu'elle était vraiment, sans artifice, sans déguisement. Dans son sac étanche, elle glissa les documents les plus compromettants et son téléphone, programmé pour enregistrer la conversation, puis elle prit les transports en commun jusqu'au 6e arrondissement, savourant ses derniers moments d'anonymat devant la demeure Van Lennep. Elle marqua une pause. Les lumières étaient allumées dans le bureau de Jonas. Elle pouvait voir sa silhouette penchée sur des papiers, probablement des rapports de police ou des déclarations d'assurance pour le collier volé. Il ne sait pas encore que ce collier est le cadet de ses soucis, pensa-t-elle en sonnant à la porte. Jonas ouvrit rapidement, espérant sans doute des nouvelles de l'enquête. En voyant Manon trempée sur le seuil, son visage se durcit instantanément. « Vous, qu'est-ce que vous fichez ici? Je vous avais dit de ne jamais remettre les pieds. Il faut qu'on parle !» coupa Manon d'une voix calme qui contrastait avec la fureur de Jonas. « On n'a rien à se dire. Rendez-moi mon collier et disparaissez de ma vie. Ce collier, c'est le dernier de vos problèmes, monsieur Van Lennep. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Jonas. Cette assurance tranquille, cette absence de peur, ça ne ressemblait pas à la femme de ménage soumise qu'il avait connue pendant 3 ans. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il soudain méfiant. « Vous parlez de votre vraie fortune, celle qui ne vient pas de l'import-export traditionnel. » Le visage de Jonas se vida de son sang. Comment cette femme pouvait-elle être au courant de ses activités parallèles? « Je ne vois pas de quoi vous, Van Lennep Industries, compte offshore aux Caïmans, virement suspect depuis Bogota et Medellín, » récita Manon d'une voix monocorde. « Blanchiment d'argent des cartels de drogue à travers de fausses facturations. Ça vous dit quelque chose ?» Jonas recula d'un pas, comme si elle venait de le gifler. « Comment vous? Qui êtes-vous? » ?»« Laissez-moi entrer. »« Et vous le saurez. » Il hésita encore quelques secondes,
puis s'effaça pour la laisser passer, dans le hall d'entrée, sous la lumière crue du lustre de cristal. Manon ressemblait plus que jamais à sa mère au même âge. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Un pourcentage sur mes affaires? Non. Je veux justice. » Elle sortit son téléphone et lui montra quelques photos des documents qu'elle avait copiés. « J'ai tout, monsieur Van Lennep, preuve de blanchiment, nom des complices, montants exacts, de quoi vous envoyer en prison pour 20 ans minimum. » Jonas s'appuya contre le mur, le souffle coupé. Sa carrière, sa réputation, sa liberté, tout s'écroulait à cause de cette femme qu'il avait méprisée. « Combien ?» dit-il d'une voix rauque. « Combien vous voulez pour votre silence? Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas une question d'argent. Alors quoi? Vous voulez me détruire par plaisir ?» Manon le regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle sourit, un sourire triste, chargé de toute la douleur accumulée. « Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être abandonné, d'être traité comme si on n'existait pas, de grandir dans la pauvreté pendant que celui qui devrait vous protéger vit dans le luxe. Je ne comprends pas. Bien sûr que vous ne comprenez pas. Vous n'avez jamais eu à comprendre. Vous prenez ce que vous voulez et vous jetez le reste, comme un déchet. » La colère perçait maintenant dans sa voix, brisant le masque de calme qu'elle avait porté si longtemps. « Écoutez, je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans la vie, mais ce qui m'est arrivé... » Elle éclata d'un rire sans joie. « Ce qui m'est arrivé, c'est que ma mère est morte d'un cancer dans un hôpital public, en ayant travaillé toute sa vie pour des gens comme vous. » Jonas fronça les sourcils, troublé par cette véhémence personnelle. « Votre mère, qu'est-ce que ma mère vient faire? » « Pas votre mère, ma mère, Irène Fabre. Ça ne vous dit rien ?» Le nom frappa Jonas comme un coup de massue. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il dut s'accrocher à la rampe d'escalier pour ne pas tomber. « Irène? Non, c'est impossible. Utrecht, 1991, une jeune fille au père française de 19 ans. 6 mois d'amour fou avec un héritier hollandais qui lui a promis la lune, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et qu'il lui propose de l'argent pour faire disparaître le problème. » Chaque mot était une balle tirée à bout portant. Jonas revivait cette époque avec une netteté douloureuse. Ces souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant 33 ans, elle a eu l'enfant, elle a eu moi, cria Manon. Elle m'a eu et m'a élevé seule, en me racontant parfois l'histoire du grand amour de sa vie qu'il avait abandonné par lâcheté. Jonas la dévisageait avec effroi, cherchant des ressemblances qu'il n'avait jamais remarquées. Les yeux noisettes d'Irène, la forme du visage, cette détermination farouche. C'est pour ça que vous êtes venu travailler ici. Pendant 3 ans, j'ai nettoyé vos sols, subi vos humiliations, enduré votre mépris, tout en préparant ce moment. » Elle sortit les documents de son sac et les étala sur la console du hall. « Je sais tout de vous, Jonas Van Lennep, vos crimes, vos faiblesses, vos secrets. Je pourrais vous détruire d'un coup de téléphone à la police. Qu'est-ce que vous voulez ?» répéta-t-il, la voix brisée. « Je veux que vous confessiez publiquement vos crimes, que vous donniez votre fortune aux familles que vous avez aidées à détruire, que vous payiez enfin pour ce que vous avez fait. » Jonas la regardait avec un mélange de terreur et de fascination. Cette femme qu'il avait traitée comme un meuble était sa fille, sa propre chair et son sang, qui avait grandi dans la haine et préparait sa vengeance. « Et si je refuse ? Alors demain matin, tous les journaux de France auront votre histoire. Et l'après-midi, vous serez en prison. » Le silence s'étira entre eux, chargé de 33 années de douleur et de regrets. Dehors, la pluie redoublait de violence, martelant les fenêtres comme des larmes géantes. Soudain, Jonas fit quelque chose d'inattendu. Il se redressa, la toisa avec une arrogance retrouvée, et lui posa une question en hollandais, espérant la déstabiliser une dernière fois. « Waarom denk je dat een dief zoals jij het recht heeft om in mijn huis te zijn? Pourquoi tu penses qu'une voleuse comme toi a le droit d'être dans ma maison ?» Le silence qui suivit fut abyssal. Jonas espérait voir Manon perdre contenance, avouer qu'elle ne comprenait pas, révéler les limites de sa préparation, mais Manon leva lentement la tête, ses yeux noisettes brillants de larmes et de détermination, et répondit d'une voix qui portait tout l'accent de sa mère. « Omdat ik je dokter ben » parce que je suis ta fille. Ces 4 mots en hollandais parfait résonnèrent dans le hall comme un glas. Jonas s'effondra, littéralement, tombant à genoux sur le marbre froid qu'elle avait nettoyé tant de fois. « Irène » gémit-il.
Et pour la première fois depuis des décennies, l'homme le plus puissant de Lyon se mit à pleurer comme un enfant. Jonas Van Lennep pleurait à genoux sur le marbre de son hall d'entrée, ses sanglots résonnant dans le silence de la demeure. 33 ans de culpabilité refoulée remontaient à la surface comme un torrent destructeur. Manon le regardait, partagée entre la satisfaction de sa vengeance accomplie et une émotion inattendue face à la détresse de cet homme brisé. « Irène », répétait-il entre ses larmes. « Mon Dieu, Irène, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as choisi l'argent, dit Manon d'une voix dure. Tu as choisi la facilité, la lâcheté, l'égoïsme, comme tu le fais encore aujourd'hui avec tes trafics. » Jonas leva vers elle un visage ravagé par le chagrin. À 55 ans, il ressemblait soudain à un vieil homme fragile, dépouillé de toute sa superbe. J'étais jeune, j'avais peur. Mes parents m'avaient menacé de... « Tais-toi !» explosa Manon. « Tu avais 22 ans, pas 12. Tu étais assez grand pour assumer tes choix. » Elle sortit son téléphone de son sac, composant un numéro. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Jonas. Paniqué. « J'appelle la police. C'est fini. Tu vas payer pour tes crimes. Et le monde entier saura quel genre d'homme tu es vraiment. »« Non, attends. » Il rampa littéralement vers elle, s'agrippant à ses jambes. « S'il te plaît. Attends, je peux changer. Je peux réparer. » Manon hésita, le doigt au-dessus de la touche d'appel. Cette supplication pathétique la dégoûtait, mais quelque chose la retenait. « Réparer. Tu crois qu'on peut réparer 33 ans d'abandon, la mort de ma mère dans un hôpital de banlieue, toutes ces familles détruites par la drogue que tu aides à blanchir. Je donnerai tout, ma fortune, mes entreprises. Tout. Je confesserai mes crimes, j'irai en prison s'il le faut, mais laisse-moi une chance de me racheter. » Les sirènes se rapprochèrent dehors. Manon avait finalement appelé, mais elle raccrocha avant que la communication s'établisse. Pas encore. Il fallait d'abord qu'elle comprenne pourquoi elle hésitait. « Relève-toi, » ordonna-t-elle. « Tu me dégoûtes à ramper comme ça. » Jonas se redressa péniblement, s'appuyant contre le mur. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, sa chemise froissée, ses yeux rougis par les larmes. « Comment elle est morte ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « D'un cancer. » À 44 ans, dans un service de cancérologie surchargé, où les infirmières n'avaient pas le temps de s'occuper vraiment des malades, chaque mot était une lame qui s'enfonçait dans le cœur de Jonas. Elle a souffert énormément, physiquement et moralement. Tu sais ce qu'elle m'a dit avant de mourir. « Ma chérie, ne deviens jamais amère comme moi, la haine. Ça ronge plus sûrement que le cancer. » Jonas ferma les yeux, submergé par la douleur. « Je l'aimais, » murmura-t-il. « Je l'aimais vraiment. C'était la seule femme que j'ai jamais aimée pour de bon. »« Alors pourquoi ?» cria Manon. « Pourquoi tu nous as abandonnés ? Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais 22 ans et que l'idée de perdre ma fortune me terrifiait. Parce que j'ai cru que l'argent était plus important que l'amour. » Il s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Chaque jour depuis 33 ans, je pense à elle. Chaque jour, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais eu le courage de tout quitter pour la suivre. Et maintenant je sais, j'aurais eu une fille, j'aurais eu une famille. Manon sentit sa colère vaciller. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait imaginé. Elle s'attendait à affronter un monstre froid et calculateur, pas cet homme rongé par le remords. « Tu gardais ces photos ?» dit-elle. « Je les ai vues dans ta chambre. Tu fouillais partout. Pendant 3 ans, j'ai étudié chaque recoin de ta vie, chaque secret, chaque faiblesse. » Jonas hocha la tête avec amertume. « Bien sûr, tu es ma fille. Après tout, tu as hérité de mon côté méticuleux et de sa détermination. » C'était la première fois qu'ils reconnaissaient ouvertement leur lien de parenté. Ces mots eurent un effet inattendu sur Manon, qui sentit ses yeux se mouiller. « Ne dis pas ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. » « Pourquoi ? Parce que c'est vrai. » Ils se regardèrent en silence, père et fille réunis dans les pires circonstances possibles. Dehors, la pluie continuait de battre les carreaux, ponctuant leurs retrouvailles d'un rythme hypnotique. Soudain, Manon se souvint de quelque chose. Elle fouilla dans son sac et en sortit l'enveloppe scellée, jaunie par les années. « Maman m'a laissé ça. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si je te retrouvais un jour. » Jonas fixa l'enveloppe avec une expression de terreur mêlée d'espoir. Qu'est-ce qu'elle a écrit ? Je ne sais pas,
Je ne l'ai jamais ouverte, d'une main tremblante. Manon brisa le seau de cire rouge et déplia la lettre. L'écriture d'Irène, un peu tremblante mais encore lisible, dansait sur le papier jauni. « Tu veux que je la lise à voix haute ?» demanda-t-elle. Jonas hocha la tête, incapable de parler. Manon prit une profonde inspiration et commença. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que tu as retrouvé Jonas et que tu as décidé de faire quelque chose. Je sais que tu portes de la colère dans ton cœur, comme j'en ai porté pendant des années, mais j'ai appris quelque chose avant de partir. La vengeance ne guérit pas les blessures, elle ne fait qu'en créer de nouvelles. » La voix de Manon se brisa légèrement. Elle continua. « Je l'ai aimé, ma fille, vraiment, profondément. Il était jeune et il a eu peur. Sa famille le pressait terriblement. Je ne te demande pas de lui pardonner, mais je te demande de ne pas laisser la haine consumer ton cœur comme elle a consumé le mien. » Jonas pleurait à nouveau, silencieusement cette fois. « Tu mérites d'être heureuse, pas amère. S'il montre un repentir sincère, s'il prouve qu'il regrette vraiment, considère que tout le monde mérite une seconde chance. L'amour que j'ai ressenti pour lui était réel. Et tu es né de cet amour, c'est tout ce qui compte, avec tout mon amour éternel. » Maman, le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Manon replia la lettre avec des gestes mécaniques, bouleversée par ces mots qu'elle n'attendait pas. Elle ne me haïssait pas, murmura Jonas. Non, elle t'aimait encore, même après tout ce que tu lui avais fait. Jonas se leva et s'approcha lentement de sa fille. Pour la première fois, il la regardait vraiment, cherchant les traits d'Irène dans ce visage qu'il avait ignoré pendant 3 ans. « Vergif me, algeblieft » dit-il en hollandais. « Ik heb elke dag een gemoeder gedacht. » Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai pensé à ta mère chaque jour. Manon le regarda. Déchirée entre la haine qu'elle avait nourrie si longtemps et les dernières volontés de sa mère, « Je ne peux pas te pardonner, » dit-elle finalement. « Pas maintenant. » Mais maman avait raison sur une chose. Tout le monde mérite une seconde chance. Elle remit les documents compromettants dans son sac. « Tu vas confesser tes crimes, volontairement. Tu vas donner ta fortune aux familles que tu as aidé à détruire, et tu vas purger ta peine en prison, pas parce que je t'y force, mais parce que c'est la seule façon de commencer à racheter tes fautes. » Jonas hocha la tête avec gratitude. « Et après ma sortie de prison, est-ce qu'on pourrait... » « On verra, » coupa Manon. « D'abord, prouve-moi que tu as changé. Prouve-moi que tu mérites une seconde chance. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, le collier est dans la cave, derrière la chaudière. Je ne l'ai jamais volé pour l'argent. Je voulais juste que tu exploses de rage pour créer le bon moment. » Jonas esquissa un sourire triste. « Tu es vraiment ma fille, et celle d'Irène. » Manon sortit dans la nuit pluvieuse, laissant derrière elle un homme brisé, mais peut-être, pour la première fois depuis 33 ans. Sur le chemin de la rédemption, mars 2025, 3 mois après la confrontation, Jonas Van Lennep se présenta de lui-même au commissariat central de Lyon, un mardi matin de mars, accompagné de son avocat et d'une mallette contenant toutes les preuves de ses activités criminelles. Les journalistes, alertés par un communiqué de presse, se pressaient déjà devant les marches du bâtiment. « Je souhaite confesser des crimes de blanchiment d'argent et de complicité avec des organisations criminelles internationales », déclara-t-il face aux caméras. La voix ferme, malgré son visage ravagé par 3 mois d'insomnie. Le scandale fit la une de tous les journaux français. L'homme d'affaires respecté, pilier de l'économie lyonnaise, révélait publiquement avoir blanchi des centaines de millions d'euros pour des cartels sud-américains. Les révélations étaient si détaillées, si précises, que la police n'eut aucun mal à reconstituer le réseau. Dans son studio de Villeurbanne, Manon regardait les informations avec un mélange de satisfaction et de mélancolie. Jonas respectait sa promesse, mais elle ne ressentait pas la joie triomphante qu'elle avait imaginée. Le téléphone sonna. Maître Dubois, l'avocat de Jonas, Mademoiselle Fabre. « Monsieur Van Lennep souhaiterait vous voir avant son incarcération. Il y a des papiers à signer concernant ses donations. Ces donations, il lègue 90% de sa fortune à des associations d'aide aux familles monoparentales, des centres de désintoxication et des programmes de réinsertion. Il garde juste de quoi payer ses avocats et subvenir à ses besoins essentiels. » Manon accepta ce dernier rendez-vous. Elle retrouva Jonas dans le bureau de son avocat, rue de la République. Il avait maigri,
vieilli de 10 ans en 3 mois. Ses cheveux étaient devenus presque blancs. Ses yeux cernés témoignaient de nuits sans sommeil. « Merci d'être venu », dit-il simplement. « Tu tiens parole. J'essaie de racheter 33 ans d'erreur. Ce ne sera jamais suffisant, mais c'est un début. » Il poussa vers elle une liasse de documents. « J'aimerais que tu supervises l'utilisation de cet argent. Tu es la mieux placée pour savoir ce dont ont besoin les familles abandonnées. » Manon parcourut les papiers. Des sommes astronomiques, de quoi aider des milliers de familles. Pourquoi moi? Parce que tu es ma fille et parce que tu as le sens de la justice que je n'ai jamais eu. Ils signèrent les documents en silence. Puis Jonas sortit quelque chose de sa poche. Une petite photo jaunie d'Irène, celle qu'il gardait dans sa chambre. « Je voudrais que tu l'aies. Elle était plus à toi qu'à moi. » Manon prit la photo, reconnaissant le sourire radieux de sa mère à 20 ans. « Elle était belle, » murmura Jonas. « Et elle t'aimait déjà, même avant ta naissance. Elle me parlait souvent de tous les rêves qu'elle faisait pour toi. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle t'apprendrait à coudre. Qu'elle t'emmènerait voir la mer, qu'elle te raconterait des histoires en français et en occitan. Elle voulait que tu sois fière de tes origines. » Manon sentit les larmes monter. Pour la première fois, Jonas lui parlait de sa mère, non pas comme d'un fantôme du passé, mais comme de la femme aimante qu'elle avait été. « Elle y est arrivée, » dit-elle. « Je suis fière d'être sa fille. Et moi, je suis fière d'être ton père, même si je ne le mérite pas. » Juin 2027. Prison de Perrache. Lyon, la cellule de Jonas était spartiate mais propre. 2 ans et demi d'incarcération avaient achevé de transformer l'ancien magnate. Il lisait beaucoup, écrivait dans un journal, participait aux ateliers de réinsertion. Les gardiens le respectaient pour sa conduite exemplaire et son aide aux autres détenus. Manon lui rendait visite 1 fois par mois. Au début, leur conversation était tendue, pleine de silence lourd, puis progressivement, ils avaient appris à se connaître. Jonas lui racontait son enfance dorée mais froide aux Pays-Bas, la pression familiale constante, sa solitude d'héritier. Manon évoquait sa jeunesse difficile mais aimante avec Irène, leur rire malgré la pauvreté, leur complicité face à l'adversité. « Comment va la fondation ?» demanda Jonas ce jour-là. « Bien, on a aidé 300 familles l'année dernière, des mères seules qui ont pu reprendre leurs études, des enfants qui ont eu accès à des cours de soutien, des familles qui ont évité l'expulsion. C'est exactement ce qu'aurait voulu Irène. Manon avait créé la fondation Irène Fabre avec l'argent de Jonas. Elle avait quitté son studio miteux pour un appartement convenable, mais sans luxe excessif. L'essentiel de son temps était consacré à aider d'autres femmes dans la situation qu'avait vécue sa mère. « Je sors dans 6 mois, » dit Jonas. « Tu as réfléchi à ce qu'on pourrait être l'un pour l'autre ?» Manon le regarda. Cet homme brisé et repentant n'avait plus rien du magnate arrogant qu'elle avait haï, mais il lui avait fallu du temps pour distinguer la personne du crime. « Je ne sais pas si on peut rattraper 33 ans perdus, » dit-elle, « mais on peut peut-être apprendre à se connaître vraiment. Tu accepterais qu'on essaie ? Oui. Mais pas comme père et fille au sens traditionnel, comme 2 adultes qui partagent du sang et qui tentent de construire quelque chose de nouveau. » Jonas sourit pour la première fois depuis des mois. C'est plus que ce que j'osais espérer. Décembre 2027. Sorti de prison le jour de sa libération. Jonas Van Lennep n'avait plus rien du puissant homme d'affaires d'autrefois. Costume simple, cheveux blancs, démarche modeste, il ressemblait à n'importe quel retraité. Seuls ses yeux bleus gardaient cette intelligence aiguë qui avait fait sa réputation. Manon l'attendait devant les grilles de Perrache. Au volant d'une voiture modeste, ils roulèrent en silence jusqu'à l'appartement qu'elle lui avait trouvé dans le 3e arrondissement. 2 pièces propres, mais sans prétention, aux antipodes de l'ancienne demeure. « Ça te va ?» demanda-t-elle. « C'est parfait, simple et honnête. » Ils prirent un café dans la petite cuisine. Jonas regardait sa fille avec une tendresse nouvelle, celle d'un homme qui a appris la valeur des choses essentielles. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Manon. « J'aimerais t'aider à la fondation, bénévolement, bien sûr. J'ai de l'expérience en gestion et j'ai envie de me rendre utile. Tu es sûr ? Les gens risquent de reconnaître ton nom. Justement, il faut que je montre que Jonas Van Lennep peut faire du bien au lieu de détruire. » Manon réfléchit. L'idée était risquée, mais Jonas semblait sincère dans sa volonté de rédemption. « On verra. Commençons doucement. Tu pourrais t'occuper de la comptabilité,
Du côté administratif, merci. Ils terminèrent leur café en parlant de projets concrets pour la fondation. Pour la première fois depuis leur confrontation dramatique 3 ans plus tôt, ils ressemblaient à 2 personnes normales discutant d'avenir. En partant, Manon se retourna sur le seuil. « Jonas, oui, maman serait fière de voir ce que tu es devenu. » Il ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Tu crois ? J'en suis sûre, elle aimait les secondes chances. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Jonas Van Lennep dormit paisiblement. Et dans son rêve, une jeune femme aux cheveux châtains lui souriait avec bienveillance. Tenant par la main une petite fille qui lui ressemblait, l'expiation touchait à sa fin, la reconstruction pouvait commencer. Montpellier, mai 2029, 18 mois après la sortie de prison, le TGV glissait silencieusement dans la campagne française, emportant Jonas et Manon vers le sud. C'était leur premier voyage ensemble. Un pèlerinage que Manon avait proposé après des mois d'hésitation. Jonas regardait défiler le paysage par la fenêtre, ses mains ridées serrant un bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées d'Irène, selon les souvenirs qu'il avait gardés d'Utrecht. « Tu es nerveux ?» demanda Manon en observant son père adoptif. Car c'était ainsi qu'elle avait fini par le considérer, pas le père qui l'avait abandonné. Celui-là appartenait au passé, mais l'homme qui tentait chaque jour de mériter une place dans sa vie. Terrifié, avoua Jonas. J'ai l'impression d'aller demander pardon à un fantôme depuis sa sortie de prison. Jonas travaillait à la fondation Irène Fabre avec un dévouement qui avait surpris tout le monde. L'ancien magnate se levait chaque matin à 6 heures pour venir en transport en commun au petit bureau que Manon avait loué dans le 7e arrondissement. Il gérait les comptes avec une précision d'orfèvre, rencontrait les familles bénéficiaires, s'occupait des dossiers administratifs. Les premiers mois avaient été difficiles. Certaines personnes reconnaissaient son nom, d'autres lui manifestaient ouvertement leur hostilité. Mais Jonas encaissait tout avec une patience nouvelle, répétant inlassablement qu'il essayait de réparer ses erreurs. « Regardez ce qu'on a accompli ensemble », dit Manon en lui montrant un dossier pendant le voyage. 500 familles aidées, 15 centres d'aide ouverts, 3 programmes de formation professionnelle pour mères célibataires. Jonas feuilleta les rapports, s'arrêtant sur les témoignages de bénéficiaires, des lettres de remerciement, des photos d'enfants souriants, des histoires de réussite après des périodes difficiles. Madame Dubois qui a pu reprendre ses études d'infirmière grâce à notre aide à la garde d'enfants, lut-il. Ses jumeaux sont maintenant premiers de classe. Et Fatima qui a monté sa petite entreprise de couture avec le microcrédit qu'on lui a accordé. Sarah qui a évité l'expulsion et trouvé un travail stable. Chaque nom représentait une victoire. Une famille sauvée de la spirale de la pauvreté et de l'exclusion. L'argent sale de Jonas, blanchi par la souffrance, était devenu une force de bien qui rayonnait sur des centaines de vies. Le cimetière de Montpellier était paisible sous le soleil de mai. Manon guida Jonas à travers les allées jusqu'à une tombe modeste, ornée d'une simple plaque de marbre noir. Irène Fabre, 1972-2012, mère aimante, femme courageuse. Jonas s'agenouilla et déposa les pivoines blanches. Ses mains tremblaient légèrement. « Bonjour Irène », murmura-t-il. « Je sais que j'arrive avec 37 ans de retard, mais je suis enfin là. » Manon se tenait en retrait, laissant à cet homme le temps de dire ce qu'il avait sur le cœur depuis si longtemps. « Je suis désolée », continua Jonas, la voix brisée. « Désolé de t'avoir abandonné, désolé d'avoir été trop lâche pour choisir l'amour, désolé d'avoir laissé notre fille grandir sans père. » Le vent printanier faisait danser les pétales blancs. Comme si Irène répondait à sa façon. « Mais tu avais raison. Dans ta lettre, elle est magnifique, forte, intelligente, généreuse. Tout ce que tu étais, tout ce que j'aurais voulu être, elle a ton cœur et ta détermination. Et grâce à elle, j'apprends enfin ce que signifie aimer quelqu'un plus que soi-même. » Jonas sortit de sa poche une enveloppe scellée. « J'ai écrit ça en prison, toutes les choses que j'aurais voulu te dire, tous les remords que je porte depuis Utrecht. Je ne sais pas si les morts peuvent lire, mais j'avais besoin de mettre des mots sur ma culpabilité. » Il glissa l'enveloppe sous les fleurs et se releva péniblement. Manon s'approcha à son tour et s'agenouilla devant la tombe. « Salut maman, je t'amène quelqu'un que tu connais bien. Il a mis du temps à venir, mais il est là maintenant. » Elle caressa la plaque de marbre avec tendresse. « Tu avais raison. Comme toujours, la haine ne mène nulle part, et les secondes chances, parfois elles valent la peine d'être données. » Jonas et Manon restèrent silencieux quelques minutes.
chacun perdu dans ses pensées. Puis Jonas prit la parole. « Manon, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais avoué à personne. » Elle le regarda, intriguée. « Quand ta mère est partie d'Utrecht, j'ai essayé de la retrouver. Pendant des mois, j'ai remué ciel et terre, engagé des détectives privés, contacté toutes les autorités françaises. Quoi? Je voulais la récupérer, dire à mes parents d'aller au diable et partir avec elle. Mais elle avait disparu, changé de nom, peut-être, ou simplement bien caché ses traces. Je n'ai jamais pu la localiser. » Cette révélation bouleversa Manon. L'image du père totalement indifférent qu'elle s'était construite volait en éclats. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que ça ne change rien. J'aurais dû la retenir avant qu'elle parte. J'aurais dû avoir le courage de tout quitter dès le début. Le fait que j'ai essayé de réparer après coup ne diminue pas ma lâcheté initiale. Mais ça change tout. Ça veut dire que j'ai regretté immédiatement, que j'ai passé ma vie à me demander ce que vous étiez devenu, que même mon mariage avec Maëlys était un mensonge. Je n'ai jamais pu oublier votre mère. » Manon regarda à nouveau la tombe d'Irène avec des yeux nouveaux. Sa mère avait-elle su que Jonas la cherchait? Avait-elle volontairement coupé tous les ponts pour protéger sa fille d'un père inconstant? Elle ne m'a jamais dit qu'elle se cachait de toi. Peut-être qu'elle ne le savait pas, ou peut-être qu'elle voulait te protéger d'un homme qu'elle considérait comme dangereux pour ton équilibre. Ils quittèrent le cimetière dans un silence pensif et prirent un taxi jusqu'au quartier de la Mosson, où Manon avait grandi. L'immeuble HLM était toujours là, un peu plus délabré qu'autrefois. « C'est ici », dit-elle en montrant une fenêtre au 3e étage. « Appartement 3B, 50 mètres carrés pour nous deux. » Jonas contempla cette façade anonyme où sa fille avait vécu ses 20 premières années. « Tu étais heureuse ici ?»« Oui, pauvre, mais heureuse. Maman arrivait à créer de la magie avec 3 fois rien, des repas de fête avec des pâtes et du beurre, des déguisements de carnaval faits avec des draps, des histoires merveilleuses inventées le soir pour m'endormir. Elle t'a donné ce que je n'ai jamais su donner, de l'amour véritable. » Ils remontèrent vers la gare, croisant des enfants qui jouaient dans les espaces verts réaménagés. Jonas observait ce monde populaire qu'il avait toujours ignoré, mesurant l'abîme entre sa vie dorée et celle qu'avaient menée Irène et Manon dans le TGV du retour. Manon sortit une pochette de photos de sa mère. « Regarde, maman à mes 10 ans, à ma communion, à mon bac, à ma première paye. » Jonas découvrait une femme qui avait vieilli seule, mais dignement, gardant ce sourire lumineux qu'il avait aimé à Utrecht. Sur les photos récentes, on devinait la maladie qui la rongeait, mais aussi cette fierté immense qu'elle tirait de sa fille. « Elle était si fière de toi, » murmura Jonas. « On le voit dans ses yeux, comme tu l'es maintenant. » Jonas regarda sa fille, cette femme de 37 ans qui dirigeait une fondation, aidait des centaines de familles et avait trouvé la force de pardonner l'impardonnable. Plus que fière, éblouie, le train filait vers Lyon dans la lumière dorée du couchant. Jonas et Manon regardèrent au défilé le paysage français, chacun perdu dans ses réflexions. « Tu sais ce qu'on va faire demain ?» demanda soudain Manon. « Non, quoi ? On va visiter le nouveau centre d'aide aux familles qu'on ouvre à Vénissieux. Il y a une jeune mère célibataire qui s'appelle Léa, 19 ans, enceinte de 6 mois. Son petit ami l'a abandonnée quand il a appris la grossesse. » Jonas comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Tu veux que je lui parle ? Je veux que tu lui expliques ce que ça fait d'abandonner quelqu'un qu'on aime, et ce que ça coûte de passer à côté de sa propre vie. Tu crois que ça peut l'aider ? J'en suis sûre. Parfois, les témoignages les plus utiles viennent de ceux qui ont tout perdu avant de comprendre ce qui comptait vraiment. » Le train entrait en gare de Lyon-Pardieu. Jonas et Manon rassemblèrent leurs affaires, prêts à reprendre leur travail commun. « Merci, » dit Jonas en serrant brièvement la main de sa fille. « De quoi ? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir appris que l'amour, ça se mérite chaque jour. » Manon sourit, ce sourire radieux qu'elle tenait d'Irène. C'est maman qui nous l'a appris à tous les deux. En sortant de la gare, ils croisèrent leurs reflets dans une vitrine. Un homme vieillissant aux cheveux blancs et une femme dans la force de l'âge, marchant côte à côte avec la même détermination tranquille, père et fille. Enfin,